Elfenlied. Elfenlied est une catégorie d'animé que je qualifie de cool. Parce que certains vendent cet animé comme un chef-d'œuvre, d'autres le vendent comme un des pires animés de tous les temps. Clairement, ils ont pas vu beaucoup nos picots. Mais moi, personnellement, je me suis dit, bah écoute, tu vas te refaire Elfenlied parce que c'est un de tes premiers animés de quand t'as commencé les animés, et tu vas donner un avis dessus. Donc voilà, on est parti pour Elfenlied. Cet animé m'a surtout attiré, je l'avoue, pour sa VF. Mais après, oui, l'histoire et les personnages aussi avaient l'air intéressants. Mais de quoi parle exactement Elfenlied? Lucy s'est échappée d'un laboratoire, mais dans son évasion, elle s'est pris une balle dans la tête et a perdu la mémoire. C'est alors qu'elle est recueillie par Kota et Yuka qui décident de s'occuper d'elle dans leur maison. Cependant, les militaires sont aussi aux trousses de Lucy. Est-ce qu'ils vont réussir à la retrouver et à la récupérer? En gros, c'est l'histoire de l'animé. Et honnêtement, cet animé, bah je l'aime bien. C'est pas un animé qui vole très très haut, mais c'est un animé fort sympathique qui, moi personnellement, quand je le vois, me fait ressentir certaines choses. Mais bien évidemment, il y a aussi des choses que j'ai pas aimées dans cet animé. Et on va commencer par ça. Dans les défauts, on va commencer par parler de Yuka, doublée par Véronique Fillon. Alors, je m'explique. Yuka, au début, elle est gentille. Elle est sympa, c'est un personnage attachant qui se donne à fond pour la maison, pour en prendre soin, et même par rapport à Kota, elle est assez gentille aussi au début. Tu te dis, elle est peut-être amoureuse de lui, et c'est pas dérangeant. Le problème en fait, c'est qu'au bout de la deuxième moitié, Yuka devient casse-couille. Et je ne déconne pas. Au début, elle est sympa, tu vois, vous la voyez, vous dites ouais, ça va, elle est gentille, elle a un petit caractère, mais elle est cool. Et à partir de la deuxième moitié, elle ne fait que des crises de jalousie par rapport à Kota et du fait qu'il soit proche de Miu ou Lucy. Mais ça, on en reparlera après. Ou alors, elle passe son temps à pleurer en mode ouin ouin, il ne m'aime pas, il a pas de sentiments pour moi. Alors certains vont me dire, oui, mais c'est normal, mets-toi à sa place, un chagrin d'amour. On parlera du prochain défaut après, vous allez comprendre pourquoi, déjà, je n'approuve pas ça. Mais sinon, elle peut pas faire autre chose qu'arrêter de râler. Je veux dire, merde, il y a plus important, retrouver Niu, Enfin, je sais pas, mais Yuka, t'as autre chose à faire que vouloir te faire quota et dire après oh, il est plus proche de quelqu'un d'autre, je suis triste. Comprenez pourquoi je la déteste? Et c'est vraiment ça, hein, des jérémiades à tout va. Et quand j'entends Mayu qui dit oui, j'ai l'impression d'être dans une famille où toi t'es la maman et Kota c'est le papa, j'étais en mode oui, bah le papa et la maman ils s'aiment pas et ils sont pas censés s'aimer. Donc maintenant on va parler du deuxième défaut pour vous faire comprendre pourquoi en plus je déteste encore plus Yuka. Il y a de l'inceste. Oui, parce qu'en fait, Yuka, c'est la cousine de Kota. Non, non, c'est pas une blague, c'est la cousine. Vous pouvez vérifier. C'est quoi votre problème avec l'inceste, les Japonais? Non, sérieusement, j'ai jamais compris. Au pire, si c'est un animé qui parle de ça concrètement, qui te dit ouais, je veux faire réfléchir sur le sujet, ou alors faire comprendre des choses, je veux bien. Mais là, ça sert à quoi? Pourquoi avoir fait en sorte que Yuka soit amoureuse de Kota? Ça aurait pu être juste la famille, le sens de la famille, en mode oui, je suis là pour toi si t'as besoin. C'est suffisant. Non, mais j'ai jamais compris ce délire de toujours faire en sorte qu'il y ait de l'inceste. Déjà, dans Sao, je ne comprends pas, mais alors là, je comprends encore moins. Bref, voilà pourquoi je déteste Yuka. Je n'approuve pas l'inceste. Et vous savez, c'est quoi le pire? C'est que le moment où ils s'embrassent, parce que oui, malheureusement, ils s'embrassent, on va essayer de pas s'énerver, et bah Kota, il l'embrasse à nouveau après. Je l'ai regardé, j'ai fait Kota, t'es un perso attachant, mais tu serais pas un petit peu con dans ta tête, tu sais qui c'est quand même, c'est ta cousine. On n'embrasse pas sa cousine. Non, non, c'est de l'inceste, c'est illégal. C'est peut-être légal au Japon, hein, mais chez nous c'est illégal. Non, non, Kota, non, non. Là, c'est le seul moment où j'ai dit Kota, non, c'est bon, là tu me déçois, va te faire voir. Bon, voilà, l'inceste, ça marche pas. En même temps, ça a jamais marché dans un animé, excepté quand c'est le sujet principal. Ouais, peut-être que j'en vois un jour d'ailleurs, parce que j'ai pas regardé. Bon, sinon, il y a un truc sur lequel je voudrais revenir. Bon, je vais peut-être me prendre des baffes pour cette critique, mais quand même. C'est moi, la musique principale, elle se répète beaucoup trop. J'aime beaucoup l'opening, hein, d'ailleurs, on va y revenir tout à l'heure. Mais le problème, c'est qu'on a un remix de l'opening qu'on entend dans beaucoup d'épisodes. Et je vous avoue qu'au bout d'un moment, j'étais en mode la musique, elle est pas un petit peu trop répétitive. J'en avais pas marre, mais je sais pas, je la trouve un petit peu trop répétitive dans certains épisodes. Je me demande si c'était nécessaire de la mettre autant. Ça fonctionne dans certaines scènes, hein, mais bon, je me pose quand même la question. Tu finis peut-être par t'en lasser aussi, même si c'est un remix. Il y a des moments qui sont rallongés, ça dure, genre soit c'est des écrans figés puis après ça se met en mouvement, soit c'est des situations qui durent mais pour rien et je comprends pas en fait. Bon, c'est un détail, hein, mais bon, moi les rallonges, même dans un animé, je me dis, pourriez éviter, aller dans l'essentiel du sujet s'il vous plaît, parce que là... Bon, ça, j'avoue que c'est un critère qui divise, mais je vais en parler. La nudité. Alors, la nudité en soi, c'est pas un problème quand ça raconte quelque chose. Dans le cas d'Elfenlied, il y a des moments, ça raconte quelque chose, c'est intéressant. Mais d'autres fois, tu te dis, c'est juste là pour être gratuit en fait. J'ai rien contre la nudité, hein, je veux dire, je regarde Game of Thrones. Mais là, je me dis, ouais.
Non, je trouve qu'à certains moments, ça marche pas. Surtout avec Mayu et Nana, non mais vous êtes sérieux? La nudité, c'est peut-être un peu exagéré quand même. On a du recyclage de certains plans aussi, hein. Il y a des plans d'autres épisodes que tu retrouves dans un épisode. Alors quand c'est des paysages, c'est pas trop grave, mais bon, en général, faut éviter le recyclage. Ou alors faut le faire de manière plus discrète. Genre tu changes une couleur, le teint, la coloration, je sais pas, la lumière même. Mais sinon, ça se répète et c'est pas intéressant. L'ending, alors l'ending, je sais pas pourquoi. Il est bon, mais je trouve qu'il ne colle pas à Elfenlied. Autant l'opening est magnifique, mais l'ending, je sais pas. Quand je l'entends, je suis en mode, il est beau, mais je trouve qu'il ne colle pas à Elfenlied. C'est pas l'ambiance, c'est pas du tout ce qu'il fallait. Il y a quelques petites incohérences aussi. Bon, ça, je sais pas si ça vient du doublage ou de la VO, parce qu'encore une fois, j'ai regardé en VF. Mais il y a des moments où tu vois les personnages qui ont la bouche fermée et t'entends quand même des bruits. Genre, parfois, t'as Niu qui est tranquille, la bouche fermée, et t'entends Niu alors qu'elle a rien dit. Même pas de mouvement de lèvres. Alors, c'est un détail, c'est pas grave, mais c'est quand même bizarre. Et il y a surtout, moi, ce problème, c'est lent. Il y a des moments, ça dure beaucoup trop longtemps. Pas qu'à cause des rallonges, hein. Juste des situations qui durent trop longtemps où tu te dis, qu'est-ce que c'est lent. J'aime pas quand c'est trop lent, moi. Je dis pas qu'il faut que ça bouge tout le temps, genre bouge mes clés, mais pas aussi lent. Je veux bien un peu de lenteur pour installer de la tension et tout, ça marche. Mais il y a des moments, c'est lent et tu te demandes, mais pourquoi c'est aussi lent? Bon, le négatif c'est fait, on va pouvoir passer au positif. On commence par Kota, doublé par Alessandro Bevilacqua. C'est un jeune homme qui est revenu dans la ville de son enfance, où il était déjà venu quand il était enfant, et c'est là qu'il veut faire sa vie et ses études. C'est un garçon assez attachant dans sa manière d'être. Bon, certains vont me dire qu'il est un peu grossier. J'ai envie de dire, quand c'est par rapport à Yuka, c'est peut-être bien fait pour elle aussi, hein. Mais sinon, non, c'est un garçon attachant qui a un bon développement, il est intéressant à suivre. Après, c'est pas le meilleur personnage de la série, mais je l'aime bien, même dans son envie de vouloir aider New, de la protéger. Donc justement après on a Lucy ou New, mais je vais vous expliquer, doublée par Julie Bazex, j'espère que je le prononce correctement, je suis désolé si j'écorche le nom. C'est une Diclonius qui est très prisée par les laboratoires secrets, c'est-à-dire que les laboratoires veulent à tout prix l'analyser et trouver comment la contrôler, et elle, tout ce qu'elle veut, c'est vivre sa vie. Alors, pourquoi j'aime beaucoup ce personnage, hormis sa VF, mais la VF on en parlera tout à l'heure. Eh bien tout simplement parce qu'en fait Lucy, ou New encore une fois, c'est une fille à double personnalité. À la base Lucy, c'est une psychopathe. C'est une fille qui tue froidement, qui ne se pose même pas de question du t'es gentil, t'es méchant, elle tue. À une exception près, Kota. Mais ça, je vous en dirai pas plus là, on en parlera dans la partie spoil. Et là, en fait, cette personnalité-là, déjà, ça la rend badass. Et à côté, tu as le côté innocent, tout mignon, qui s'appelle Niu. Niu qui est incapable de faire du mal à quelqu'un, qui est un petit peu débile aussi, mais elle est tellement mignonne que tu sais pas quoi dire. Et le coup de la double personnalité, moi je trouve ça génial. Parce que justement, Lucy est probablement un des êtres les plus dangereux de l'humanité. Et pourquoi elle est psychopathe? Je vous invite à découvrir son passé. C'est pas étonnant qu'elle ait viré psychopathe en fait, ou même qu'elle ait cet avis sur les humains. Et puis même aussi son évolution, elle est touchante, elle est intéressante, elle progresse. Elle change, elle est plus la même. Et c'est ça que j'aime bien. Alors il y en a qui disent parfois que faut pas changer un psychopathe, sinon il devient inintéressant. C'est vrai pour certains cas, mais pour d'autres ça fonctionne. Et dans le cas de Lucie, je trouve que ça fonctionne. Ensuite, on a Nana, doublée par Géraldine Fripia. Oui, c'est la voix d'Yumi dans Code Lyoko, pour ceux qui se posent la question. C'est une Iglonius un peu plus jeune que Lucie. D'ailleurs, Nana, ça veut dire 7, donc elle est la 7ème. Et elle a grandi avec un espoir d'amour. Pour vous expliquer, Lucie, elle n'a pas eu beaucoup d'amour, elle, dans sa vie. Là où Nana, elle en a eu. De la part pas de son père, enfin si, de son père adoptif, qui prenait soin d'elle, qui essayait de s'occuper d'elle. Et franchement, on comprend pourquoi Nana, elle a une philosophie différente des humains, parce qu'elle n'a pas vécu les mêmes choses. Et puis c'est intéressant de voir aussi qu'au final, les Diclonius ne sont pas tous forcément des monstres. Nana est un bon exemple du « je suis comme eux ». Oui, mais pas totalement. Bref, j'aime bien Nana, elle est mignonne, elle est intéressante. On a ensuite le professeur Kurama, doublé par David Manet. C'est la voix de Tristan dans Yu-Gi-Oh! Pour ceux qui se posent la question. Je suis fan de Yu-Gi-Oh! Donc je place comme ça mes références, hein. Et oui, je sais qu'il y en a deux que j'ai pas dit, mais j'en parlerai dans la VF encore une fois et vous comprendrez pourquoi. Lui, c'est un scientifique qui s'occupe des Diclonius, qui fait son boulot, et c'est surtout son développement qui le rend intéressant. Parce que lui, il passe de quelqu'un qui déteste les Diclonius, qui voit vraiment le mal et la peur en les regardant, à quelqu'un qui cherche à les comprendre. Et quand tu connais la vérité sur certains d'entre eux,
c'est pas étonnant. Je le trouve intéressant comme personnage. On a aussi Kanae, la petite sœur de Kota. Je suis désolé, par contre, là, j'ai pas trouvé qui la double en VF. C'est une gamine qui fait de son mieux pour soutenir son frère quand elle est là. C'est dommage qu'elle soit morte, apparemment, d'après Kota. En tout cas, on sentait qu'il adorait sa sœur et qu'elle lui apportait de la joie. On a aussi Mayu, doublée par Cécile Bolland. Alors, Mayu, si vous êtes un esprit fragile, Mayu, quand vous allez découvrir son histoire, vous n'allez pas vous sentir bien. Mayu, elle a connu de la souffrance. Déjà, c'est une SDF, pour commencer. Et surtout, quand tu sais ce qu'elle a subi, parce qu'en fait, elle s'est enfuie de chez elle. Mais moi, j'ai vu l'histoire, j'étais choqué. J'étais en mode, mais putain, mais y a pas qu'avec les Diclonius qui sont des bâtards, les humains. Et encore, ça dépend lesquels. Mais franchement, Mayu, c'est un des personnages qui me fait le plus de peine, mais t'es quand même content pour elle quand tu vois qu'elle a enfin trouvé une famille avec Kota. C'est un détail, mais vraiment Mayu, je trouve que c'est un personnage intéressant. Et enfin, Bando, doublé par Martin Spinhayer. Pardon. Et oui, c'est la voix du gardien, la débile dans Yu-Gi-Oh 5D, et c'est aussi accessoirement la voix de Yami Marek. C'est un humain qui est la preuve du pourquoi les humains sont des enfoirés. En fait, ce que j'aime bien avec Bando, c'est que c'est vraiment le type de monstre qu'on a chez les humains. Parce qu'on se dit souvent, ouais, si ça nous ressemble, c'est pas des monstres. Ça peut, ça dépend de tes actions et de ce que tu aimes faire. Et lui, Bando, mais quel enfoiré! Je le déteste. C'est quand même un personnage qui a son rôle à jouer dans cet animé. Pas un personnage que tu détestes et que t'aimerais ne pas voir dans l'animé. Enfin, si, mais pas dans le sens, il ne sert à rien. Il sert à quelque chose. Il apporte quelque chose. Et c'est ça que j'aime bien avec ce personnage. Évidemment, ce qui fait la plus grande réussite de cet animé pour moi, c'est surtout les évolutions des personnages. Je veux dire, Kota et Lucy, ils ont ces évolutions dans cet animé, c'est incroyable. Surtout Lucy. Lucy a vraiment une magnifique évolution. Mais ils évoluent tous à peu près. Hein, donc. Le mot qui résume le plus, je pense, les méchants de l'histoire, mais également l'animé, la cruauté. La cruauté des humains, le plaisir de faire souffrir. Tout ça. C'est beau de voir ça. Enfin, c'est beau. Non, je suis pas sadique. C'est beau de le voir traiter de cette manière, en fait. De montrer à quel point, oui, les Diclonius sont des enfoirés. Il y a des humains, ils sont encore pires que les Diclonius. Et là, c'est la preuve. Et ça marche. Donc, parlons de la VF. J'ai parlé de Julie Basex, et j'ai parlé d'Alessandro Bevilacqua. Oui, c'est ça. Pardon, hein, je regarde parce que j'ai du mal à le prononcer sinon. Ce sont mes deux personnages préférés de Yu-Gi-Oh! GX. Du moins, c'est eux qui les doublent. Alessandro double Jaden Yuki à partir de la saison 2 et dans la saison 3, mais pas la 4. Ah ouais, on n'a pas de VF pour la 4, alors faut faire avec. Et Julie Basex, elle fait ma waifu, Alexia. Oui, je suis un grand fan d'Alexia, je vous emmerde, c'est ma préférée. Même si Akiza est plus badass, ça reste ma préférée. Voilà. Donc sinon, à part ça, oui, donc j'en parle rapidement, la VF est très bonne. Franchement, je la trouve travaillée, je trouve que les voix collent au personnage, ils s'investissent. Je sais qu'il y en a certains qui disent toujours « Oui, mais faut mieux regarder en VO ». Fous-moi la paix. Moi, je regarde en VF, et si la VF ne me plaît pas, là, je passe en VO. Je vais pas me forcer à regarder VO parce que toi, tu veux la VO. Je respecte ton avis, tu respectes le mien. C'est la règle. Moi, je suis comme ça. Donc, oui, je regarde en VF, j'aime la VF, et si j'avais pas aimé, je serais passé en VO et je t'aurais dit la VF est à chier. Mais c'est pas le cas. De toute façon, aussi, cet animé, il y a plusieurs messages à retenir. Hein. Déjà, sur le fait qu'il ne faut pas se fier aux apparences, parce que bon, on dit souvent, ouais, le monstre, ça se voit à l'extérieur. Ouais, mais pas totalement. D'ailleurs, c'est pas la seule œuvre à faire ça, il y en a d'autres aussi. Mais il nous dit aussi qu'il faut savoir pardonner certaines choses, ne pas refouler le passé, mais aller de l'avant. Ça aussi, c'est un beau message à retenir. Franchement, cet animé, je trouve qu'il a vraiment de bons messages. Après, il n'y a pas forcément de messages dans les animés, mais quand t'en vois et que tu te dis c'est des bons messages, c'est efficace. L'univers est intéressant à découvrir par rapport à Lucy, au Diclonius, au laboratoire, à tous ceux qui le fréquentent. Franchement, tout ça, c'est intéressant. On a de la tension efficace aussi. Il m'est arrivé d'avoir peur pour certains personnages. Oui, j'ose le dire, certains personnages. Parce que oui, la tension est réellement efficace. Il y a des moments, t'as vraiment peur. Surtout vers la fin, mais je vais pas la spoiler ici. Un humour classique, mais honnêtement, je vous avoue que je vais pas mal de fois souri devant cet humour. Pas excellent, mais bon, il y a des moments ça m'a fait rigoler et je trouve que ça collait par rapport à la narration ou ce qu'a pu subir Lucy dans le laboratoire, ou du moins qu'on imagine. Il y a du symbolisme très bon, comme ce que représente Lucy pour Kota ou Kota pour Lucy, par exemple, hein. Mais sinon il y a aussi le fameux coquillage, il y a plein de trucs de symbolisme qui fonctionnent, il y a beaucoup d'éléments et ça fait plaisir. L'animation, bah elle fonctionne en fait. Pour un animé qui est sorti en 2004, je trouve qu'on a une animation bien travaillée. Bon après je suis pas là pour dire oh là là telle animation est la meilleure. Non, je dis juste elle est bien travaillée. C'est tout ce que je dis.
Et ça me plaît, hein, vraiment, l'animation, elle est chouette. Les musiques sont vraiment cool, mais j'en viens surtout à ma musique préférée, l'opening. Vous connaissez cette sensation du quand t'entends un opening, tu te sens oh très bien. Et ben moi ça fait ça pour cet opening. Je le trouve magnifique. Dans les paroles, dans le générique en lui-même, ou même dans la mise en scène, c'est vraiment superbe. Je sais pas si c'est mon opening préféré. Non, il y a Pegasus Fantasy d'abord. Mais honnêtement, c'est un très bel opening que je vous conseille d'écouter. Surtout que c'est la première fois que j'entends du latin dans un animé japonais. On a une mise en scène bien travaillée, des décors de qualité, des décors travaillés, une émotion travaillée aussi, même si c'est pas une émotion qui te donne envie de pleurer, c'est une émotion en mode je suis quand même un peu triste. Il y a de l'inattendu qui marche et la relation principale entre Kota et Lucy ou New est belle à voir et probablement la plus belle de tout l'animé. Va te faire foutre le couple Kota Yuka. Donc, partie spoil, je vais d'abord parler de la fin, parce que j'ai remarqué que la fin, ça a laissé certaines personnes sur la fin. Alors en fait, cette fin, c'est Lucy, on sait pas ce qu'elle est devenue. Elle a perdu son autre corne, mais on sait pas ce qu'elle est devenue. Kota prend un repas de famille avec Yuka, Mayu et Nana. Il entend quelque chose à la porte d'entrée, il va voir. Là, on voit une silhouette, on pense que c'est Lucy. Et l'horloge, après, elle se remet à marcher. Alors, je pense qu'il y a un symbolisme autour de l'horloge, mais je vous avoue que j'ai pas vraiment compris. Peut-être le coup de dire ça y est, on va de l'avant. Peut-être. J'avoue que l'horloge, j'ai pas trop compris le symbolisme. C'est quand même une fin avec beaucoup de suspense. Parce qu'on se dit, est-ce que c'est Lucy? Est-ce qu'elle est encore psychopathe? Est-ce qu'elle va s'en prendre à Kota, à la famille ou quoi que ce soit? Il y a plein de questions qui se posent. Personnellement, j'ai rien contre ça. J'ai trouvé ça intéressant. Mais c'est vrai que c'est une fin qui laisse sujet à interprétation. Personnellement, je sais pas si Lucy est vivante. Je sais même pas si c'est vraiment elle derrière. Tout ce que je sais, c'est que Lucy, malgré qu'elle soit partie, elle est toujours avec eux, dans leur cœur. Surtout Kota, après ce qu'ils ont traversé. Voilà, moi c'est ma fin personnelle, après, c'est une fin qui peut diviser, je peux comprendre. Moi j'ai juste une interprétation personnelle de la fin, parce qu'on sait que pour certaines choses, il faut réfléchir. Donc sinon, je vais revenir aussi sur le passé de Lucy, parce que oui, il y en a beaucoup qui disent comment ça se fait qu'elle est aussi froide, aussi sans cœur. Est-ce que vous avez vu ce qu'elle a subi quand elle était enfant? Alors déjà, elle se faisait tout le temps emmerder par des sales gosses. Et quand je dis des sales gosses, c'est pas des gosses en mode ouais, j'aime bien t'embêter, mais j'ai mes limites. Non, non, c'est vraiment des connards qui n'ont aucune limite, et de son âge. Hein. Donc en fait, elle a trouvé un petit chien qu'elle a montré à une nouvelle amie, mais bah, ils ont chopé le chien parce qu'elle l'a dénoncé pour le plaisir, et le chien s'est fait tuer par des gosses. Donc résultat, les vecteurs ont poussé et elle a tué tous les gosses qui étaient dans la pièce, donc les 4. Ouais, je vous avoue que la première fois que j'ai vu ça, j'étais très mal à l'aise. Vraiment. Ah mais c'était horrible. Ça marche hein, en termes de tension, d'émotion, mais c'était horrible. Voir des gamins tuer un chien pour le plaisir. Quelle honte, mais c'est... Waouh. Enfin bref, on va pas s'attarder dessus sans 7 ans. Mais voilà pourquoi Lucie est une psychopathe. C'est la première fois que je vois un héros de Seinen frapper une fille. C'est pas une remarque, c'est une observation. Parce que j'ai remarqué qu'en général, les héros de Shonen et de Seinen, ce sont surtout des gentlemen. Ils osent pas trop frapper les filles. Je dis bien, n'osent pas trop. J'ai pas dit qu'ils ne le faisaient jamais. Mais là, c'est la première fois que je vois un héros de Seinen, parce que oui, Elfen Lied, c'est plus un Seinen qu'un Shonen, qui baffe une gamine. Pour de bonnes raisons, hein. Il a pas baffé gratuitement en mode tu l'as mérité. Enfin si, elle l'a mérité. Mais c'était pas gratuit. Parce que Nana avait fait quelque chose que Kota n'avait pas supporté. Et franchement, j'étais étonné. Bon voilà, j'ai pas grand chose à ajouter sur Elfen Lied. Concrètement, je trouve cet animé sympa. C'est pas un animé exceptionnel, c'est toujours mieux qu'Another, hein, parce qu'Another m'avait quand même un peu déçu. Mais je vous avoue que c'est un animé que j'ai bien aimé et que je vous conseille si vous cherchez un petit animé comme ça avec une bonne morale et que vous aimez les créatures un peu étranges. Un peu étrange, ça veut pas dire des aliens, hein, juste un peu étrange et différente. Mais en tout cas, oui, j'ai bien aimé cet animé et j'espère que j'arriverai à le trouver en DVD quelque part parce que j'ai remarqué que maintenant il est très dur à trouver. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette critique d'animé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!